Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans cet autre numéro de Dash Echo, un numéro qui suit un précédent qui était consacré quant à lui à la pollution, au changement climatique. Et nous en parlons une fois de plus puisque c'est une autre série, un autre épisode de notre énorme série, de notre grande série sur les changements climatiques, la protection de l'environnement, la protection des personnes, la protection des biens. On parle une fois de plus avec le professeur Robert Mbiaké. Il est enseignant à l'université de Douala, il est chercheur et ses travaux portent sur la pollution, sur les changements climatiques, sur la santé de l'homme, sur la santé de la population. Bonjour professeur. Bonjour madame Mbiaké, merci d'une fois de plus de m'accueillir sur votre chaîne Dash TV. Alors la dernière fois nous avons entamé notre vaste épisode sur les changements climatiques et on était censé parler aujourd'hui, on parle aujourd'hui de l'impact de ces changements climatiques, de cette pollution sur les populations qui sont obligées de faire avec. Comment faire, professeur? J'aime dans mes présentations prendre des cas concrets qui permettent à la population de toucher du doigt la problématique que nous sommes en train de développer. C'est pourquoi j'ai porté l'essentiel de mes travaux sur les réalités et au quotidien relatives à la vie des Camerounais. Si nous prenons la problématique de la pollution de l'air, les conséquences, c'est surtout sur les populations de manière concrète. Si nous prenons le cas de Douala, quelles sont les populations les plus exposées par exemple? C'est les bensikineurs. Vous voyez quand un bensikineur, un conducteur de moto, bensikineur c'est le mot camerounais, oui, le mot camerounais. À chaque fois qu'il accélère, il éjecte de la fumée. Cette fumée, il la respire. Parce que le taux d'échappement, c'est à 0,20 mètres de son, à 0,50 mètres de scénario. Oui. Donc, avant d'aller dans l'atmosphère, ça s'arrête au niveau des scénarios, c'est-à-dire que de tout son système respiratoire, de tout son système organique. Et forcément, ça va les perturber. Donc, les premières personnes exposées, ce sont les bensikineurs. Nous avons mené une étude sur 3000 bensikineurs et les résultats sont assez effrayants. Nous avons mené une étude clinique, c'est-à-dire que les facteurs, les symptômes climatiques qu'ils ressentaient. Et la dangerosité, c'est que les conséquences ne sont pas dans l'immédiat. Vous n'aurez pas eu un mal de, vous n'aurez pas un cancer tout de suite, oui. Mais vous l'avez dans 10 ans. Et les études ont montré globalement que les personnes comme ceux-là qui sont exposées, leur durée de vie est écourtée. C'est-à-dire que si normalement ils devaient mourir, s'il faut schématiser, peut-être à 64 ans, ils vont mourir à 54 ans. S'ils devaient développer certaines maladies, ils vont le développer un peu plus tôt. C'est-à-dire que s'ils étaient prédisposés à avoir un cancer, ce cancer qui peut-être se développer dans 30 ans va être développé dans 10 ans. Donc voilà les principaux. Mais ils craignent des maladies, ils ont des douleurs physiques, organiques, ils ont la fatigue, ils ont les maux de terre, ils ont le rhume, ils ont... Donc, on peut considérer ces maladies comme étant des signes précurseurs de ce qui est à venir. Oui, qui est à venir, oui. Vous voyez, quand vous avez les maux de tête, quand vous avez... C'est les médecins qui sont bien indiqués. Oui. Mais ce qui est établi, 80% des cas de cancer sont liés à la pollution de l'air. Donc, il est d'intérêt pour nous d'anticiper, d'envisager des moyens préventifs pour réduire le nombre de cas. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La problématique, c'est bien de faire des développements très intellectuels, mais au finish, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons entrepris des études, j'ai 2 études qui essaient de voir dans quelle mesure nous pouvons remplacer ce carburant qui est produit par des courants électriques ou par des plaques solaires, de telle manière qu'ils pourront conduire sans plus avoir à respirer de l'air. On comprend par votre explication, professeur, que les pays qui essaient d'adopter les voitures électriques sont justement en train d'éviter ce genre de maladies et ce genre de schéma également. Éviter ces maladies et la seconde étape, c'est aussi lutter contre le changement climatique. Donc vous voyez que ces molécules dont je vous ai parlé, c'est les mêmes qui provoquent les problèmes liés à la pollution, c'est les mêmes qui provoquent le changement du climat. Donc si nous pouvons les extraire du circuit, nous allons améliorer la qualité de la vie et nous allons réduire, refréner les phénomènes du changement climatique. Donc, concrètement, les populations de Douala, par exemple, si je prends l'échantillonnage des bensikineurs, des femmes qui vendent autour du marché, des femmes qui vendent autour des stations, parce que c'est des positions bien précises où la pollution est intense. Quand vous prenez un carrefour comme de côté, vous-même, vous ne pouvez pas y respirer. Quand vous prenez un carrefour comme rond-point, vous êtes de passage, mais vous voyez tous ces gens qui sont en permanence. C'est des gens exposés, qui développent des maladies. Ils ne s'en rendent pas compte. Nous appelons ça des maladies pernicieuses. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas vraiment la cause. Vous savez, les maux de tête, et comme l'Afrique prend toujours le raccourci, on dira que, oh,
Donc, conscient de cela, il faut trouver des solutions. Et il y a deux partenaires dans la recherche des solutions. Il y a déjà des scientifiques qui doivent faire des propositions assez concrètes à l'État. Il faut que l'État prenne des mesures pour pouvoir accompagner. Nous avons envisagé une mesure de pollueur-payeur. Ces vendeurs de benzine, de ces motos, devraient assurer, l'État devrait se battre pour leur assurer une assurance vie. Nous ne pouvons pas les extraire de leur activité qui assure leur train-train quotidien. C'est un problème social. Donc nous devons adapter. Toutes les solutions ne sont pas des solutions de radier, d'éliminer, c'est de s'adapter. Oui. Donc l'une des solutions que nous proposons, c'est que tous ces vendeurs, ceux qui nous exportent les motos, entrent dans un processus d'assurance à ces gens qui les utilisent et relèvent de la responsabilité de l'État. Et nous autres chercheurs, nous essayons de voir des alternatives dans le mode de fonctionnement. Je vous ai dit actuellement, nous essayons d'étudier comment introduire, par nos propres études, les motos électriques, les motos au solaire. C'est pas facile, mais nous y allons. Et l'autre solution, parce qu'il faudrait envisager, voir comment progressivement aussi sortir ces motos du circuit de mode de transport, le réduire. Donc voilà un peu l'aspect lié à la pollution. Avant de continuer peut-être à présenter quelques solutions, vivre dans un environnement comme Douala, on n'est pas à l'abri de ce genre de maladie. On a beaucoup d'usines de transformation, par exemple. En fond, on a des entreprises de transformation des cimenteries. Comment est-ce que l'organisme peut justement s'adapter? Est-ce qu'il y a des mesures qui permettent de réfréner un peu ces maladies que nous consommons par petites doses de chaque jour? C'est très délicat pour un pays en développement. Parce que nous avons besoin de nous développer, de faire fonctionner nos usines. Il revient, de mon humble avis, à l'État de mettre en place des procédures qui permettent de sécuriser. C'est-à-dire que dans tous ces secteurs industriels, il doit y avoir un environnementaliste, un spécialiste qui détermine le taux de pollution locale. Nous sommes en train de développer un réseau d'installation des petits capteurs qui permettent de déterminer ces polluants. Quand la société se dit, voici ce que je pollue, on peut trouver des solutions, par exemple, alternatives, en accordant des congés d'une semaine. L'une des solutions les plus courantes qui a été adoptée, c'est accorder à ces gens un certain nombre d'alimentation, c'est-à-dire que boire du lait. C'est-à-dire qu'on pouvait leur trouver du lait, du lait non sucré. Bon, tout ça, c'est les médecins qui déterminent afin, comme on peut le dire, de nettoyer. Pour éviter que aussi ces polluants s'accumulent, on peut leur accorder parfois 6 mois. C'est question de sécurité. Bon, le côté économique, je peux pas m'étaler. Ça, c'est lié à la pollution atmosphérique. Si nous voyons un peu le changement climatique, je suis un peu réservé chaque fois qu'on parle de ça parce que on a l'impression que le changement climatique, c'est un phénomène lointain. Et la difficulté que l'Afrique a souvent, c'est d'avoir des exemples palpables qui permettent de traduire les conséquences du changement climatique. Et l'un des facteurs sur lesquels nous nous appuyons, là je discute avec le professeur Lehmann, de voir comment le paludisme, la fréquence du paludisme a été affectée par le changement climatique. C'est simple, ce n'est pas de la philosophie. On a plus de personnes atteintes de paludisme aujourd'hui qu'à l'époque. Pas plus, elle est plus étendue sur le temps. Je vais vous prendre une explication simple. À notre époque, on savait qu'en septembre, octobre, à la rentrée, on aurait la livatine. Parce que c'était la fin de la saison des pluies. C'est lié au cycle des anneaux. Ah, d'accord. Donc, comme le rythme des saisons était bien maîtrisé, on pouvait coupler la fréquence du paludisme à ces rythmes des saisons. Or, aujourd'hui, les saisons sont perturbées. Donc, le cycle de paludisme est perturbé. Donc, le nombre de paludistes, pas que ça a augmenté, est devenu permanent. C'est-à-dire que sur les 12 mois, vous verrez que ça a une certaine constance. Donc, alors contrôlable véritablement. Donc, ça dit qu'il faudrait adapter les solutions. Parce que le problème du changement climatique, ce n'est pas des solutions, c'est l'adaptabilité des solutions. On ne peut pas arrêter le paludisme. Qu'est-ce qu'on fait? Tenant compte de ce nouveau paramètre, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question à laquelle il faut répondre. Parce qu'il y a une régularité du paludisme. Ça veut dire, par exemple, en décembre, si je veux chiffrer, nous avons en décembre 10 000 paludistes. À l'époque, on va s'attendre en janvier à avoir peut-être 2 000. Il y a une fluctuation. Mais maintenant, on a l'impression, nos études d'espoir, que ce nombre devient permanent. 10 000, 8 000, 9 000, 7 000. Donc, voilà la problématique qui est forcément notre recherche aujourd'hui tend à démontrer que cette permanence serait liée au changement climatique. Pourquoi? Parce que les saisons
qui rythmait l'apparition des anophèles, qui sont responsables du paludisme, étaient liés au climat. Quand il pleut, les anophèles pondent les œufs et quand il n'y a plus à pluie, ça libère. Mais maintenant, comme c'est permanent, le phénomène devient permanent. Donc nous voulons coupler les saisons et le paludisme. Si nous pouvons, et l'éternel problème qu'on a, c'est les données. Madame, c'est le plus grand problème que les chercheurs africains et camerounais ont. Nous avons besoin des données pour établir les faits. Et sur la scène internationale, nous faisons face à un très grand problème. Vous pouvez développer votre théorie, elle est belle. Nous voulons des preuves. Qu'est-ce qui prouve que ce que je dis est vrai? C'est vrai, avéré. Oui. Et pour que ça soit vrai, il faut que j'ai des données sur lesquelles j'ai fait des analyses statistiques. Et ces données-là respectent un canevas international. Ce n'est pas sur un mois. Je vous dis peut-être c'est sur 10 ans de collecte de données. Et c'est la bataille que nous essayons de mener pour essayer d'expliquer comment le changement climatique nous affecte. Il y a plusieurs secteurs du changement climatique. L'un des plus... Il fait chaud, nous sommes à Douala. Oui. Donc, voilà, si on prend par exemple le phénomène des rives, si on prend par exemple le phénomène des côtes, c'est effrayant. L'avancée de la mer est vraiment conséquente. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toujours un problème d'adaptabilité. Il est question, en fonction des études, de l'avancée des traits de côte, de demander aux populations, par exemple, que c'est insécurisant de construire votre maison, par exemple, à 50 mètres. Parce que dans 5 ans, vous serez dans la mer. Il y a lieu aussi de conseiller aux gens de se déporter pour éviter qu'ils soient emportés. Quand nous voyons comment les gens continuent à s'établir de manière très simple au bord des côtes, un scientifique ne travaille pas pour 5 ans, il travaille sur 50 ans. Vous avez construit une belle maison peut-être pour vous, mais vos enfants ne pourront pas héréditer. Donc voilà, et c'est des études, c'est des études qui devraient être complétées, mises à la disposition des décideurs, parce que les scientifiques ne sont pas là pour décider. Nous mettons à la disposition les résultats que nous avons et au besoin de prodiguer quelques conseils. Mais la décision revient à ceux qui ont le pouvoir de décider. On comprend aisément qu'aujourd'hui, de plus en plus, la science est sollicitée dans la vie de tous les jours des populations. La science a l'obligation, parce qu'elle cherche la vérité. Elle ne cherche pas, la science a deux points. Elle cherche à être utile. Pour les citoyens, on ne fait pas la science parce qu'elle est belle. Il faut bien que les gens comprennent, on ne fait pas la science parce qu'elle est belle. On fait la science parce qu'elle est utile. Et quand vous excluez la science dans la conception de votre société, vous avez 90% d'avoir un résultat hasardeux. C'est pour ça que j'aime prendre un exemple. Quand vous voyez, bon, je le dis comme ça, les Européens, ils vont vous dire que leur avion va arriver à 18h30, à 18h30, il atterrit. Parce que toutes les études scientifiques rigoureuses ont été menées. Chez nous, bon, on dit qu'il va arriver à 18h30, il arrive le lendemain. On va vous dire qu'il va pleuvoir à 16h, il pleuvoit. Parce qu'il n'y a pas de données et il n'y a pas des études scientifiques clairement définies. Parce que c'est aussi à l'État de définir des options de recherche. Je dirais avec beaucoup de sérieux que la recherche scientifique relève de la sécurité de l'État. Il faut bien le comprendre, pas tout le monde. La recherche scientifique relève de la sécurité de l'État, ça veut dire relève de la présidence de la République. Parce qu'il y a des informations que le cherche, il est interdit à un scientifique de diffuser aux citoyens lambda. Oui, parce que c'est l'État qui est menacé. Et le scientifique jouit d'une certaine autorité intellectuelle de telle manière qu'on croit à ce qu'il dit. Quand il met à la disposition de la plus haute instance, c'est pour ça qu'après quand on dit sécurité, dépend de la présidence de la République, c'est l'armée. Vous verrez que tous les grands chercheurs en France, aux États-Unis, en Angleterre, sont liés à l'armée. Il y a certains travaux de recherche, vous pliez, on vous dit c'est terminé, parfois on vous élimine. Oh oui, c'est pour ça, bon, on prend la recherche comme peut-être c'est quelque chose de très sérieux. Parce que même il y a des rivalités. Je vais vous prendre l'exemple tout bête sur ce changement climatique. On vous dit que bon, le changement climatique, il faut trouver les énergies renouvelables. Bon, tout le monde se lance dessus. Vous ne faites pas une recherche conséquente sur le potentiel solaire de votre pays.
Les énergies renouvelables deviennent quoi? Une industrie commerciale, ça devient une activité commerciale pour l'Occident. Je vais vendre au Cameroun ces lampadaires solaires, ces plaques solaires. Je vais l'installer par exemple à l'ouest. Il y a du soleil à l'ouest? Or, si des recherches conséquentes ont été menées, quand vous venez faire des propositions à l'État du Cameroun, l'État du Cameroun vous définit les conditions dans lesquelles et les lieux où vous pouvez faire vos installations pour pouvoir mettre rentabilité de ces sources énergétiques. Donc la décision, comme on le dit, revient à l'État. Et l'État a besoin d'avoir la bonne information. Et la bonne information n'est fournie que par des chercheurs. Et je finirai avec beaucoup de précisions dans les définitions. Un expert n'est pas un chercheur. Beaucoup de gens se disent experts, ils sont très très loin du chercheur. Et c'est cette confusion qui fait que généralement des experts deviennent des conseillers et ils n'ont pas la bonne information. Le rôle de l'expert, c'est que pour son degré de culture générale, il comprend facilement le langage du scientifique, qui est souvent un langage très brut. Et il a en tout la responsabilité de le traduire en langage facile aux décideurs. J'ai fait un effort de ne pas utiliser des termes effrayants pour que ce soit compréhensible. Et c'est ça le scientifique. Parfois, il se perd dans son langage, qui est son univers. Mais l'expert qui le comprend va traduire ça en langage facile pour le décideur qui, à travers ses explications, pourra prendre la bonne décision. Mais si l'expert se transforme en scientifique, vous comprenez bien que c'est très dangereux. Donc, voilà les difficultés auxquelles nous sommes appelés à surmonter pour faire face. Ce n'est pas la fin de la guerre, ce n'est pas la fin de la pollution, c'est un phénomène auquel il faut s'adapter. Le changement climatique, il faut s'adapter, mais les solutions d'adaptation et d'adaptabilité sont propres à chaque localité. Il n'y a pas de solution universelle. Chaque village, chaque pays, chaque région, en fonction d'un certain nombre de paramètres, peut mettre en place, forcément avec le soutien de la communauté internationale. Mais si nous voulons faire du copier-coller... Ok, bon, merci professeur, le sujet il est tellement vaste. On espère vous avoir à nouveau pour 2 prochaines éditions, pour plus d'explications encore, pour qu'on puisse comprendre réellement les contours de l'environnement et de la protection de la nature. Je vous remercie, Madame Nga, et je pense pouvoir vous dire en conclusion que les journalistes ont un rôle fondamental, déterminant dans la diffusion de l'information. C'est aussi un côté les experts de l'information. Et nous sommes actuellement en train d'envisager une formation des journalistes dans les phénomènes de pollution et de changement climatique, parce que c'est eux, à travers leurs moyens de communication, peuvent éduquer, conscientiser la grande population, pas nous autres les scientifiques. Merci à vous également de nous avoir suivis tout au long de ce programme. Merci de bien vouloir rester en compagnie des programmes de Dash News qui se poursuivent. On espère vous avoir à nouveau pour de prochains épisodes.